Voici le sommaire avec Kibambi Chintoa. En vous remerciant, Gloria Seya. 3 semaines après sa publication, le calendrier électoral continue à susciter des réactions. Dans une déclaration, les évêques de l'Église catholique qui acceptent par ailleurs la feuille de route de la CENI demandent au chef de l'État de se prononcer publiquement, de dire publiquement qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession. Du côté du gouvernement, on pense qu'il est encore trop tôt pour que Joseph Kabila puisse se prononcer. Lambert Mende appelle les évêques à la patience. Le vice-premier ministre belge en charge des Affaires étrangères a procédé ce lundi à l'inauguration du nouvel édifice de l'ambassade de Belgique à Kinshasa. Nous aurons un invité avec lequel nous aborderons le problème de l'enseignement. Merci de continuer à nous faire confiance et vous avez raison. Les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo demandent au président de la République de déclarer publiquement qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession. Cela apaiserait la tension, estiment les princes de l'Église catholique. Ils l'ont dit ce lundi au cours d'une conférence de presse. Rachel Kitita, Doudou Kasouba. Le message des évêques est intitulé « Le peuple congolais crie sa souffrance, allant vite aux élections ». Message inspiré du livre d'Exode. Dans ce message, les évêques ne cachent pas leur déception du fait de se retrouver dans le même contexte de tension qu'à la fin de l'année 2016. Et pour apaiser la tension politique, les évêques demandent au président de la République de faire une déclaration publique. Considérant votre charge de garant de la Constitution et du bon fonctionnement des institutions de la République, nous vous exhortons à rassurer l'opinion par une déclaration publique que vous ne serez pas candidat à votre propre succession. Nous sommes convaincus que cela contribuerait à l'apaisement des tensions politiques. Aussi est-il nécessaire que vous vous impliquiez à fond dans la poursuite et le parachèvement de la mise en œuvre des mesures de décrispation politique prévues dans l'accord. Pour la SENCO, l'accord du 31 décembre reste d'actualité et valide du fait qu'il demeure la seule feuille de route consensuelle à ce jour. La SENCO tient à rappeler à tous les acteurs politiques et au peuple congolais tout entier que l'accord de la Saint-Sylvestre n'est pas mort. Il est et demeure l'unique feuille de route consensuelle pour sortir de cette crise politique qui n'a que trop duré. À la CENI, les évêques demandent de rassurer la population de son indépendance et de sa neutralité. Au gouvernement de veiller au respect des libertés de manifestation et d'expression telles que prévues par la Constitution. Aux partis politiques de proposer de projets de société pertinents en faveur du bien-être des Congolais au lieu de se contenter de faire des cadeaux ponctuels qui frisent la corruption. À la société civile de garder son identité apolitique sans se laisser inféoder à un quelconque regroupement politique. À la communauté internationale d'accompagner le peuple congolais à faire respecter la mise en œuvre du calendrier selon son chronogramme. Non, dit Lambert Mende, qui veut calmer le jeu. C'est prématuré de se prononcer. Joseph Kabila le fera au moment opportun. Lambert Mende a été joint tout à l'heure par Tapi Lututu. Quand vous ne demandez pas au chef de l'État, moi je ne suis pas le chef de l'État, le moment viendra où on parlera de candidature. On est encore à 1 an des élections. Alors, le chef de l'État se prononcera, le moment venu. À 1 an des élections, il faut dire déjà qui sera candidat, qui ne le sera pas. C'est un peu prématuré, non? Les évêques jugent inopportun de nommer un nouveau Premier ministre ou de désigner un nouveau président du CNSA. Pour les princes de l'Église catholique, cela pourrait repousser ou retarder la tenue des élections. Les évêques soutiennent par ailleurs les manifestations pacifiques à travers le territoire national. Je vous propose de suivre l'abbé Donatien Cholet au micro de Rachel Kitita. Interdire aux gens d'aller manifester pacifiquement pour comme prévoit la Constitution
prédispose à ceux qui veulent le faire de s'engager dans la rue déjà en termes de confrontation. Et les évêques, tout en recommandant à la population de manifester en cas de besoin pour de manifester sa désapprobation, les évêques disent que ça doit se faire de façon pacifique sans recourir à la violence. Donc je crois que les évêques exploitent tous les mécanismes qui sont à leur niveau en tant que pasteurs. Aller chercher encore à discuter pour nommer un Premier ministre ou un président de 500, c'est donner lieu à des manœuvres dilatoires qui n'auront comme effet que de prorogation à prorogation. Donc l'accord a subi de graves entorses, je dirais. C'est comme un homme qui a eu des blessures, mais la personne n'est pas morte. Et ce que les évêques ont fait, c'est rappeler justement, ils se sont engagés à sauver les fondamentaux qui doivent être sauvés. La recommandation qu'ils ont faite au président de la République, l'exhortation plutôt, c'est justement un des points fondamentaux de l'accord. Il n'aura pas un troisième mandat pour lui. La recommandation qu'ils ont faite au Parlement de ne pas encourager, de décourager, de ne pas accepter toute initiative de révision ou de référendum, c'était un point fondamental de l'accord. Donc les évêques s'engagent à défendre l'essentiel qui est encore là, malgré les blessures. Comme pour répondre à M. l'abbé Chollet, le gouverneur de la ville dit non. Il interdit les manifestations, les marches programmées ce mardi par la majorité pour soutenir le calendrier électoral les jeudis prochains par le rassemblement pour exiger l'application effective de l'accord de la Saint-Sylvestre. Les autorités de la ville de Kinshasa estiment qu'il est difficile d'encadrer les différentes manifestations et craignent les risques de confrontation à la majorité présidentielle. On respecte la décision du gouverneur de la ville de Kinshasa. À l'Union nationale des nationalistes, le président du parti se dit non satisfait de la décision du gouvernement provincial. Willy Michiki accepte malgré tout de renvoyer la marche de sa formation à une date ultérieure. Félix Ilunga. Aucune marche n'aura lieu à Kinshasa cette semaine, bien qu'annoncée avec pompe dans différents états-majors de partis politiques. Face à la cacophonie engendrée par toutes ces initiatives, l'hôtel de ville s'est trouvé dans l'embarras. En conséquence, une mesure a été arrêtée interdisant toutes ces manifestations. L'UNANA s'est incliné sportivement devant l'autorité provinciale et renvoie sa marche à une date ultérieure. L'initiative de l'Union nationale de nationalistes annoncée pour le 30 novembre, qui coïncide avec le premier anniversaire de ce parti, visait, selon son président Willy Michiki, à dénoncer le complot contre la République démocratique du Congo et soutenir le calendrier électoral de la CENI. Sincèrement, nous ne sommes pas satisfaits, mais en tant que légaliste respectueux des lois et règlements de la République, nous avons fait une concession, mais pour nous, cette marche-là devrait avoir lieu ultérieurement. Nous sommes en train d'écrire aujourd'hui un courrier à M. le gouverneur pour solliciter une autre date qui va être arrêtée de commun accord. Le vice-ministre honoraire de l'énergie et hydrocarbures demande aux Congolais de rester vigilants. UNANA projette des descentes sur terrain chaque semaine pour expliquer aux militants la nécessité de soutenir le calendrier électoral en vue d'aller aux élections 2018 et pour élire les nouveaux dirigeants de la République démocratique du Congo. Pendant ce temps, le Comité national de l'Église du Christ au Congo recommande à l'autorité de prêter une oreille attentive aux différentes revendications des parties prenantes au processus électoral et de trouver une solution au conflit qui oppose les partis. Il lui recommande aussi de tout mettre en œuvre pour veiller au respect de la Constitution tout en tenant compte de l'accord de la Saint-Sylvestre.
Débat houleux ce lundi à l'Assemblée nationale. En effet, l'examen et le débat autour du projet de loi électoral révisé est particulièrement attendu par les partis politiques, à son point instituant le seuil des 3% des suffrages législatifs pour remporter des sièges à l'Assemblée nationale. Une proposition qui, si elle est adoptée, va bouleverser tout le paysage politique. Win Morumfel. La grande nouveauté dans le projet de la loi électorale révisée réside dans ce que la CENI appelle le seuil de représentativité, fixé à 3% du nombre total des suffrages exprimés au niveau national par un parti politique pour espérer remporter des sièges à l'Assemblée nationale. La résistance, ou du moins la crainte clairement affichée indistinctement aussi bien dans le camp de la majorité qu'à l'opposition, s'explique facilement. La classe politique congolaise, qui aligne aujourd'hui plus de 600 partis déclarés, compte moins de 10 formations à caractère véritablement national. Le PPRD, le MLC et l'UDPS forment sans conteste le peloton de tête avec une présence marquée dans la majorité des 26 provinces. La deuxième catégorie englobe le PALU, la FDC et l'UNC d'une part, l'UNADEF et l'UNAFEC d'autre part. Bien que très médiatisés, ces 5 partis politiques se caractérisent par leur ancrage provincial et juste d'une sympathie relative dans la capitale et dans quelques chefs-lieux de province. Et le PALU plus que d'autres en raison de la proximité de l'ex-province de Bandundu avec Kinshasa et où se recrute le gros de ses militants. Au cas où serait adoptée la nouvelle disposition des 3%, il serait en mesure d'enlever la mise sans pour autant parvenir à réaliser individuellement le score de la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Interviendrait alors le jeu des alliances avec la kyrielle de petits partis qualifiés à l'époque d'alimentaires, à l'exemple des MSR, MRPC, SID, ACOS, CODE, MSDD et bien d'autres qui doivent leur visibilité en gravitant bruyamment sous le parapluie des plateformes politiques type rassemblement ou majorité présidentielle. Il leur serait alors offert une alternative, survivre à condition de se fondre dans les grandes formations par une espèce d'instinct grégaire ou disparaître. On assisterait de la sorte à la contraction de la classe politique dès lors réduite à 4 ou 5 grands ensembles, préfiguration de partis véritablement nationaux. Un écueil de taille cependant, quoique d'idéologies introuvables, ces micro-partis sont en mesure de poser des conditions à leur phagocytage avant de donner leur caution. À retenir par ailleurs que les tenants de la majorité présidentielle favorable au projet de la nouvelle loi électorale compte sur 260 voix au moins lors du vote dans l'hémicycle, ce qui est bien loin d'être acquis. Enfin, la réduction de la pléthore de formations politiques peut ouvrir la voie à un mécanisme rationnel de leur financement par l'État et calculé au prorata du score réalisé aux législatives. Une belle gymnastique en perspective. 700 partis politiques a tenu à préciser et Ramachani Chaga. Avec vous, Gloria Nseya, nous allons évoquer l'inauguration du nouveau bâtiment de l'ambassade de Belgique en République démocratique du Congo, la rencontre entre les médecins et le secrétaire général de la Santé et le sacre du tout-puissant Mazembe à la coupe de la CAF. Oui, Kibambi, l'ambassade de Belgique en République démocratique du Congo a un nouveau bâtiment. Il a été inauguré ce lundi par le vice-premier ministre belge en charge des affaires étrangères. Ce bâtiment sera partiellement occupé par l'ambassade de Pays-Bas en République démocratique du Congo. Coût global des travaux, 11 millions d'euros. Élisée Mafou. C'est ici que sera abritée désormais la chancellerie belge en République démocratique du Congo. Cet édifice va accueillir environ 200 travailleurs. Le ministre des Affaires étrangères belge, Didier Reynders, a relevé les raisons de la réalisation de ce nouveau bâtiment. La construction de cette chancellerie reflète bien les valeurs que nous voulons défendre. La coopération belgo-congolaise, que ce soit à l'origine du projet grâce à la curatelle de la SADENA ou dans la construction par une coopération entre des entrepreneurs belges et congolais. La transparence, puisque le bâtiment a été conçu pour permettre un jeu de lumière, vous le verrez dans quelques instants. L'écologie et la durabilité, enfin, car notre chancellerie sera la première construction passive sur l'équateur.
Vu l'impasse politique que traverse la RDC, le chef de la diplomatie belge pense que la solution passe obligatoirement par l'organisation des bonnes élections. Le pays traverse actuellement une situation très difficile sur le plan politique, avec des incertitudes quant à la date, mais surtout maintenant quant aux modalités des élections, mais je dirais plus que les modalités, quant à la capacité d'ouvrir très largement nos débats, de donner une vraie ampleur à la liberté d'expression pour que les Congolais et les Congolaises puissent eux-mêmes, elles-mêmes, faire leur choix. La première pierre des travaux de construction de ce bâtiment a été posée le 26 août 2014. Dans le reste de l'actualité, une délégation de syndicats de médecins du Congo a échangé ce lundi avec le secrétaire général du ministère de la Santé. Les blouses blanches sont venues dénoncer les malversations au niveau de leur prime de risque. Rachel Kichita et Eric Ndongala. La réunion se déroule à huis clos autour du secrétaire général à la santé, les médecins membres de SIMECO, syndicat des médecins du Congo. Après une réunion de près de 3 heures, fini les échanges, les médecins ressortent à moitié satisfaits. Ils sont venus pratiquement dénoncer des malversations qui se font au niveau de l'alignement de la prime de risque des médecins. On a remarqué que depuis un certain temps, l'administration ne suivait plus le critérium pour lequel les médecins devaient être alignés. À part l'alignement, nous avons aussi posé le problème sur les conditions de travail et nous avons aussi voulu aussi que le secrétaire général puisse prendre en charge l'administration lui-même. Nous avons vu le secrétaire général encore pour qu'il puisse mettre de l'ordre cette fois-ci et qu'il puisse mettre de l'ordre dans l'administration afin que l'administration puisse elle-même être responsable des alignements et de la paye des médecins. Le SIMECO est le deuxième syndicat de médecins en République démocratique du Congo après le SINAMED. La commune de Limete est confrontée à plusieurs problèmes. Il y a notamment celui lié aux inondations. À cela s'ajoutent des usines à gaz gratuites construites au milieu de la population. Pour le bourgmestre de cette municipalité, toutes les dispositions ont été prises pour faire respecter les normes dans cette partie de la ville de Kinshasa. Il appelle la population au calme. Douglas Onkoulou est au micro de Nadine Maïfilo. C'est quand même un problème, madame. Souvent, les gens simplifient les problèmes. Limete est une commune, d'une part résidentielle, d'autre part industrielle. Il se pose aujourd'hui un problème de la cohabitation, justement, entre l'industrie et la population. Tout ce que nous, on doit garantir à la population, c'est le respect des normes. Si vous avez votre industrie, vous devez respecter les normes environnementales. Il y a des études sur les impacts environnementaux. Je dois dire ici que ça ne se fait pas à notre niveau. C'est au niveau du gouvernement central. Il y a même des documents qui sont délivrés pour attester que, par exemple, les produits utilisés ne sont pas nuisibles à la population. Il y a le ministère de l'Environnement dans ces différentes structures qui les fait. Mais si vous avez des preuves, je lance un appel. Si la population a des preuves qu'il y a une industrie qui, par exemple, produit des matières toxiques qui nuisent à la santé de la population, c'est de notre devoir de pouvoir arrêter cela. J'assume cela. Sport à présent, le TP Mazembe a remporté le week-end dernier la Coupe de la CAF. Le club de Lubumbashi a tenu en échec Super Sport d'Afrique du Sud au match aller. Les Corbeaux s'étaient imposés sur le score de 2-1 et voilà Mazembe sur le podium, toute compétition interclub confondue, 8 couronnes en un demi-siècle, durant lequel les Corbeaux louchois ont démontré leur toute puissance. Paul Cazozo. C'est bien choisi et bien indiqué cette épithète de tout-puissant
affublé à Anglebert hier et à Mazembe aujourd'hui. Tout-puissant Anglebert ou tout-puissant Mazembe, c'est bonnet blanc comme blanc bonnet. De 1967 à ces jours, de génération en génération, de l'est à l'ouest, du nord au sud en passant par le centre, cette puissance reste de mise. Partout et de tout temps, Mazembe, on ne peut plus tout puissant, sème la terreur et le razzia avec comme seule caractéristique la force du mental et l'esprit de la gagne. Au fil des années, de 1967, année de son premier titre continental, à 2017, année de son dernier titre à Pretoria, pendant 50 ans, un demi-siècle, à domicile comme à l'extérieur, Mazembe a fait montre de cette puissance. Sa marque déposée aux couleurs des corbeaux en témoigne pour belle preuve par 9. Supersport d'Afrique du Sud battu 2-1, amplement suffisant pour le sacre attendu de Mazembe. En finale allée à Lubumbashi a cru faire l'essentiel dans l'espoir de faire mieux à Pretoria en finale retour. Supersport trop ambitieux et qui s'est voulu aussi gros qu'un éléphant a voulu écrire sa belle histoire sur un titre acquis sur Mazembe. Un rêve non concrétisé. Simplement, Supersport a oublié une chose, que c'est plutôt Mazembe habitué à le faire pour la belle épopée de Badiangwena. Sacré Mazembe, sa carte de visite, déjà 11 finales, toutes compétitions confondues, 7 à la Ligue des Champions, le dimanche 25 novembre 2017, troisième finale de la Coupe de la CAF, pour un bilan de 2 couronnes en 2016 et 2017, après l'échec de 2013. Mazembe, c'est aussi la couronne de la Coupe de vainqueurs de Coupe. Aujourd'hui, une compétition tombée en désuétude, mais comptabilisée au palmarès. Et ce n'est pas Supersport incapable d'un tout petit but pour donner l'occasion de fête aux Sud-Africains. Mazembe, pas du tout facile à manipuler, avait serré le maille de ses rangs pour contraindre Supersport à un nul vierge. Synonyme de l'impuissance de Supersport pour le doublé de Mazembe, aussi tout puissant que jamais, et aussi et surtout pour l'honneur de la RDC tout entière. DSMP co-leader de la zone ouest du championnat national avec 9 points sur 9, à la même hauteur que le FC Renaissance du Congo. Cela après la victoire du DSMP devant Mulunge de Mbandaka, battu par 2-0. Les Bana et Kanga bouclent le séjour quinois sur 3 défaites. Le même dimanche, au stade Tata Raphaël, l'AC Rangers a enregistré sa toute première victoire devant le RCK sur la note de 2-1. Paul Kazozo. Mulunge contre le Rico Montapembe. Mulunge en jaune et noir au stade Tata Raphaël, à domicile mais à l'extérieur pour raison d'ordre organisationnel de la part de la Ligue Foot. Après 20 clubs et Renaissance, voici Mulunge une fois de plus impuissant contre le Rico Montapembe, obligé de réussir là où les autres l'ont fait. Paris gagné pour les Immaculés qui ont dénoué l'équation de Banekanga en première période et sur 2 buts. Les premiers à la 33e minute sur penalty converti par Christian Chibamba Samou, le nouvel avant-centre du Derrick Montapembe. Le deuxième et le tout dernier de la série, à la 39e minute, but signé Francis Kazadi-Kassengou. 0-2 pour les Rings et déjà 4 buts marqués en 3 sorties pour Dago Chibamba Samou, la nouvelle coqueluche du club vert et blanc et rouge. Du reste, meilleur artificier de la zone ouest, 2 de plus que Zadio Kazadi après son tout premier réussi contre 20 clubs en début de saison. Troisième succès sur autant de matchs pour des Rings crédités de 9 points. La même cote que l'FC Renaissance du Congo au premier match dominical, première victoire de l'AC Rangers en 3 journées devant le Racing Club de Kinshasa, battu sur le score de 2-1. Du jour, invité du journal, Effet Lassin, ça arrive, 2 micros ouverts en même temps, ce n'est pas grave, ça a été corrigé. Monsieur Balelo Patrick, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kibambi. Alors, vous vous intéressez beaucoup au système d'enseignement, particulièrement celui de notre pays, mais en tant qu'observateur, qu'est-ce que vous lui reprochez à ce système? Au fait, le système est totalement inadapté par rapport aux attentes qu'a la République démocratique du Congo. Et je me rends compte que si nous continuons avec ça, en réalité, le pays va tout droit vers le mur. Bon, en réalité, ce n'est pas un problème spécifique aux Congolais. Ben oui, parce que c'est oui. La même chose. Oui. Je suivais encore une émission ce matin.
On déplorait la même chose au Sénégal, on déplorait la même chose au Cameroun. Alors, au fait, c'est un problème mondial. Il est obsolète depuis combien de temps? Elle a été, par rapport à nous, oui, en fait, elle a été obsolète depuis sa création, sa mise en place. Parce que nous avons eu, le système que nous avons n'est pas un système que les Africains avaient eu à concevoir eux-mêmes. C'est un système qui a été apporté d'ailleurs à l'idée de pouvoir mettre des citoyens qui devaient servir d'autres personnes. Mais ce n'était vraiment pas au bénéfice de développer notre pays. Et il se fait que nous avons eu à acquérir notre indépendance sans pour autant changer cela. Et nous avons eu à vivre ce que nous sommes en train de vivre. Et le monde ne pourrait pas continuer comme ça parce que nous allons tout droit vers... Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Concrètement, j'ai eu à concevoir un plan. J'ai eu à concevoir un plan de révolution parce que moi je pense que les petites réformes qu'on a eu à faire n'arrivent pas à solutionner le problème exactement. Parce que le problème, ce n'est pas quelques éléments qui ne vont pas, mais c'est l'ensemble du moteur qui est incohérent par rapport à nos réalités. Et il nous faut le changer complètement. Et c'est par rapport à ça que je qualifie ce que je compte mettre en place d'une révolution qui pourrait nous mettre en phase avec l'évolution du monde. En quoi consiste cette révolution? En quoi consiste cette révolution? Ça consiste surtout sur le plan qualitatif de l'éducation. Parce qu'il est fort constatable que l'élite congolaise qui sort de cette école est un type d'individu qui n'arrive pas à solutionner le problème congolais. Donc, il n'arrive pas, pourquoi? Parce que l'école l'a appris plutôt à ne pas trop utiliser son cerveau. L'aliénation culturelle que nous constatons, cette extraversion auprès de nos politiques, auprès de cette jeunesse qui préfère aller se faire 2 fois tuer dans le pays arabe, ce n'est pas un fruit du hasard. C'est simplement, toutes ces histoires de chômage, ce n'est pas un fruit du hasard, c'est simplement que le système les a menti en leur donnant des compétences et connaissances inutiles. À la place, vous souhaitez quoi? À la place, je souhaite à ce qu'on forme un nouveau type d'homme et cela commencera par un changement radical de postulat de l'éducation. Parce que le postulat mis en place... Tout ça, c'est des mots, hein? C'est des mots. Concrètement, sur le plan technique, on change le postulat. Ensuite, l'influence de cela aura sur les répercussions des cycles d'enseignement. Un exemple. On met en place le postulat de l'innovation, de la créativité et de l'entrepreneuriat. Cela aura pour impact sur le cycle de formation, parce que j'ai fixé des objectifs par rapport à mon nouveau système. L'objectif est que nous puissions, en mesure de l'équivalent actuel de 6e année, parce que le mien, c'est pas plus ça, 6e année humanitaire, nous arrivons à réaliser des individus qui peuvent s'ancrer facilement dans la société congolaise, qu'ils ne soient pas obligés de pouvoir continuer les universités. C'est quoi ce type-là, c'est-à-dire de type des mécaniciens? Non, au-delà de ça, de vrais travailleurs. Pas des employés, mais de travailleurs. Parce que l'emploi est des créateurs d'emplois. Des créateurs. Pas simplement de créateurs, mais de vrais travailleurs et des créateurs d'emplois. Mais tout le monde ne créera jamais d'emploi parce que ce n'est pas un don de tout le monde. Mais au moins, on peut avoir un grand groupe de gens qui peuvent être en mesure de pouvoir au moins mettre en place des emplois et puis proposer des idées innovantes. Parce que nous avons un problème, les gens n'arrivent pas à réfléchir, ils n'arrivent pas à proposer. Au-delà de toutes les lectures qui peuvent vous faire de livres d'un tel et tel, au niveau pratique, on se rend compte qu'il n'y a absolument rien. Regardons même notre scène politique. Vous constatez, il y a beaucoup de partis, mais en réalité, lorsque vous entrez dans le fond des idéologies, ce sont des ismes vides à l'intérieur. Ne nous écartons pas de notre sujet. Non, je reste en train de parler de l'enseignement. Oui, l'enseignement, mais là, ce sont des conséquences. Alors, produire des travailleurs. De travailleurs. C'est-à-dire les gens qui doivent être en mesure de transformer les difficultés de notre pays en opportunités d'affaires, les gens qui peuvent être en mesure de pouvoir solutionner de manière pratique le problème congolais dans beaucoup de domaines. Et cela influencera sur la conception du mot intelligence que nous avons. Moi, j'ai pu développer ma thèse par rapport à une thèse mise en place par Howard Gardner dans sa théorie de Multiple Intelligence, donc la théorie de l'intelligence multiple. Et j'ai eu à comprendre que l'intelligence, selon mon entendement, par rapport aux tests que j'ai eu à lire, c'est simplement une aptitude à un domaine spécifique, au fait. Et en fonction de ça, je me rends compte que tout le monde a quelque chose de bon à donner à l'humanité. Tout le monde ne se ressemble pas parce que tout le monde n'a pas le même don, ni les mêmes aptitudes. Et en fonction de cela, la singularité de mon système, qui vise l'innovation dans n'importe quel système, aura pour impact de diversifier les orientations. Il faudra mieux faire les orientations scolaires parce que le grand problème, c'est que nous sommes dans un système où on ne sait pas orienter les enfants.
On se rend compte mais on l'appelait pourtant orientation. On l'appelait orientation, mais dans le fait, c'est quoi? C'est un parent qui se décide, mon enfant va faire telle ou telle section. Dans votre conception, ce serait quoi? Dans ma conception, ce sera la méritocratie qui sera mise en avant. C'est plus quelque chose où un parent peut décider à un enfant, mais on doit étudier les compétences spécifiques de l'enfant et à partir de quel niveau? À partir de niveau équivalent actuel de 4e secondaire. Parce que dans mon système, j'ai eu à mettre en place 3 cycles d'enseignement. 3 grands cycles, en fait. Et j'ai constaté que dans la plupart des pays du monde, ils nomment au fait leur cycle d'enseignement ou d'éducation par rapport à leur langue vernaculaire. Et par rapport à ça, j'ai eu à prendre cela, j'ai eu à mettre en place le premier cycle que j'appelle le Mississa ou le fondamental, qui commencera à partir de 4 ans maternels jusqu'à l'équivalent actuel de 4e primaire. Et puis le second... Son contenu, c'est quoi? Son contenu, l'objectif, c'est de donner les ABC de la connaissance. Les ABC de la connaissance. Au-delà de ça, les langues font partie. Mais je dis les ABC de la connaissance et les ABC de raisonnement. Parce que pour innover, il faut avoir un point de vue. Pour avoir un point de vue, il faut savoir critiquer. Vous comprenez? Si vous ne savez pas remarquer les défaillances, vous ne saurez pas proposer un discours. Moi, si je propose un discours, c'est parce que j'ai observé, j'ai notifié le point qui ne concorde pas, et en fonction de ça, j'ai solutionné par rapport à ça. Donc, l'objectif premier pour ce premier cycle sera de donner les ABC du discernement, les ABC de dissertation, au fait. J'ai rabaissé beaucoup de choses, il y a un changement profond de programme scolaire, il y a un changement de modèle d'évaluation. Et le deuxième cycle aura pour objectif, parce que je me suis inspiré de la formation, moi je suis un artiste de formation, je me suis inspiré de la formation que nous avons reçue à l'académie et puis de l'évolution de l'enfant. Vous constaterez par exemple que l'enfant, dans son évolution, il commence par observer, comprendre les ABC de la vie et ensuite, il y a un stade donné où l'enfant se met à copier ce que les adultes font. Et finalement, l'enfant arrivera à mettre en place les idées qui viennent de lui. Donc, en fonction de cette évolution, c'est quasiment le même que nous avons reçu dans nos formations artistiques. Nous avons d'abord commencé par comprendre les ABC de la nature. Aussitôt que nous avons maîtrisé une dextérité, nous avons commencé par copier des maîtres. Et ensuite, à la fin, nous avons eu à exprimer quelque chose de nous-mêmes. Mais pourquoi vous ne proposez pas ça aux autorités? C'est une démarche que j'ai entamée il y a de cela plus de 7 ans. Je m'étais consacré parce que je m'étais dit... C'est bien bon de mener ma petite vie d'homme, mais c'est mieux de faire cette vie un cadeau pour mon pays, dans le sens où c'est un problème qu'on a laissé aux experts qui, apparemment, après tant d'années, ils n'ont fait que des discours inutiles, sans proposer des solutions pragmatiques. Et c'est ainsi, j'ai eu à me consacrer sur ça, j'ai travaillé et j'ai eu à mettre en place cela. J'ai commencé par faire des démarches. Mais bon, vous savez, nos politiques, en réalité, c'est autre chose qui les intéresse. Ils sont plus dans leurs intérêts égoïstes. Et c'est facile à dire, être... mais franchement, je vais vous faire une remarque. Si vous vous présentez tel que vous êtes là, avec le truc, est-ce que vraiment... non, la vérité... Comme on n'est pas habitué, on va vous prendre au sérieux. Non, mais ça doit changer. Ça doit changer parce qu'ailleurs, ça ne se fait pas comme ça. Ouais. Ailleurs, on ne peut pas se baser sur la superficialité. Au fait, quand quelqu'un va à l'université... En réalité, on le forme pour aller au-delà de ce qu'il voit. Ça ne peut pas être une personne qui doit s'arrêter aux a priori. Là, ce sont des jugements d'a priori. Or, un universitaire ou un honorable ou un excellence devait être quelqu'un qui ne devait pas avoir un raisonnement commun de gens. Allez, pour les téléspectateurs, pourquoi vous au fait, c'est toute une expression. C'est toute une expression interne parce que non, ça n'a rien à voir. En réalité, notre apparence exprime toujours un message. Vous êtes ce que vous êtes habillé de la manière dont vous êtes habillé pour projeter un message. Et dans votre subconscient peut-être, mais moi je suis conscient de ce que je suis conscient de tout ce que je semble paraître. Donc c'est en fonction d'un message donné, parce que ce sont des choses qui doivent changer. On doit arriver à aller aux profondeurs de choses plutôt que s'arrêter aux superficialités. Ouais. Parce que pour les superficialités, il y a d'autres personnes à la manière de réfléchir de Congolais qui me regarderont d'un autre œil. Mais dans le monde, par exemple, anglophone, c'est pas ça. C'est ce qui sort de ma tête qui importe le plus. Très bien. Donc, très bien. Alors, vous faites quoi? Vous habillez, vous mettez ça quand vous sortez ou même à la maison? Au fait, à tout moment, j'ai ça. Peut-être avant de dormir, j'enlève, ou peut-être avant de me laver. Ou si je me retrouve dans des points où je me sens en insécurité. Parce que en insécurité, là, je suis obligé de me camoufler. Mais lorsque je suis dans des endroits où je me sens à l'aise dans ma peau, donc je préfère être autonome, c'est-à-dire créer moi-même mes propres normes. Merci beaucoup d'être venu présenter, et ce n'est pas la première fois que vous venez. Vous voyez que
on vous ouvre chaque fois les portes parce que même Jésus, certains n'ont pas cru en lui alors qu'il disait des vérités qu'il fallait répandre à travers le monde. C'est notre devoir. Merci, Monsieur Balilo-Patrick. Je vous en prie. En dehors de nos frontières, le président français Emmanuel Macron entame ce soir une visite de 48 heures au Burkina Faso. Le président français aura un premier entretien avec son homologue Marc Christian Caboret et il fera une première déclaration. Il est prévu une rencontre ce mardi avec les étudiants où le successeur de François Hollande va prononcer à l'université de Ouagadougou un discours sur la politique africaine devant 800 étudiants. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci de votre visite à la page Numérica TV officielle. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur nos télévisions. Bonsoir et à demain. La séance plénière de l'Assemblée nationale vendredi dernier retient encore l'attention de la presse en ce début de semaine. On l'a compris, il s'agit de la prestation du député Henri Thomas Lokondo qui s'est illustré de manière inattendue après l'échec de son interpellation du Premier ministre. L'élu de Mbandaka s'en est pris maladroitement au président de l'Assemblée nationale et surtout à ses collègues députés après avoir raté le Premier ministre, notre forum des as. Désapprobation générale à la Chambre basse où les députés lui demandent de présenter des excuses. Surtout qu'après qu'il eut déclaré dans sa colère qu'il n'était pas n'importe quel député. Le journal rappelle que l'homme ne s'est pas arrêté là. Il s'est longuement déchaîné contre Minakou dans les réseaux sociaux. Extrait. Tu as démontré tes limites pour être un grand dirigeant car tu es partial et partisan. Si tu penses qu'être candidat dauphin du président Kabila que tu as connu après moi, c'est insulter les gens en direct à la télévision, tu le seras difficilement. J'ai été longtemps près du président, il ne m'a jamais insulté. Continue à utiliser tes communicateurs mercenaires de la majorité fortement soudoyé par toi et Tibala pour m'insulter. Cela ne me perturbera jamais. Fin de citation. Congo Nouveau ne s'étonne pas outre mesure du comportement de Lokondo et se contente de signaler que l'ancien mouvancier du MPR ne partage plus les positions de sa famille politique et se rapprocherait de plus en plus de par ses déclarations des adversaires de celle-ci. Face à ce jusqu'au boutisme d'un ancien moboutiste formé par les services de renseignement belges, le journal redoute la main noire d'une partie de l'opposition radicale qui aurait déjà infiltré la majorité présidentielle. Car quand on est dans un camp politique, on se fait le devoir de soutenir ce qu'il décide. Mais à voir les agissements de Lokondo, on serait porté à croire qu'il ne partage plus les convictions de la majorité et qu'il serait même prêt à rejoindre le G7 et Moïse Katumbi. En arroseur arrosé, Lokondo se trompe tout simplement d'époque, commente à son tour le baromètre. Enfin, Forum des As estime que toutes les manœuvres observées ces derniers temps consistent à ronger le pouvoir de l'intérieur. La fronde en cours au Parlement, à la majorité présidentielle et même aux alentours du PPRD ne saurait s'expliquer autrement. Car comment analyser l'acharnement de certains membres du Parlement et même de la majorité présidentielle face à un gouvernement d'union nationale mis en place pour éviter des troubles et amener le pays aux élections? Conclusion, le micropartisme a fait la démonstration de son incapacité à promouvoir la constitution d'une coalition gouvernementale cohérente.